Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 avril. Le titre du jour est Gap de continuation sur le CAC 40. Alors pour commencer avec cela, il existe trois types de gaps. Les gaps d'éjection, les gaps de continuation et les gaps d'essoufflement. On retrouve généralement le gap d'éjection à la fin d'une tendance baissière, par exemple, un gap d'éjection qui montre que le ton est en train de changer et que le marché est en train de changer de direction. Nous avons vu un gap d'éjection se produire à la mi-février lorsque le CAC était sous les 4000 points. Le titre du jour est donc gap de continuation. Cela implique que le mouvement haussier en place depuis 2 mois sur les indices, qui consolidait depuis 3-4 semaines en Europe notamment, eh bien il se pourrait que cette tendance haussière reprenne grâce notamment à un gap de continuation relativement puissant auquel nous avons assisté ce matin. Il y a donc de l'optimisme sur les marchés et nous allons faire un point complet de la situation dans cette matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Comme d'habitude, en haut de votre écran, vous retrouvez les fonctions chat et questions-réponses pour pouvoir me poser des questions. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les dernières actualités, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité, la forte hausse du pétrole de ces dernières séances soutient le secteur énergétique et donc les indices. Le rebond du secteur bancaire perdure. Les banques italiennes étant soutenues à court terme, nous avons vu hier qu'un fonds de défaisance de 5,7 milliards d'euros pourrait être créé donc pour pouvoir aider les banques italiennes. Le repli du yen favorise enfin un rebond technique de l'indice Nikkei. Nous avons vu ensemble que la paire USD-Yen était en train de tenter un double bottom, donc une figure de retournement haussière sur la zone des 108 yens. Ce retournement a été validé hier. Nous avions vu que cela soutiendrait les indices et cela a donc été le cas. Les indices chinois retrouvent leur plus haut annuel. Le pessimisme disparaît à court terme, notamment grâce à de bons chiffres. Nous allons les voir dans quelques instants. Petit point négatif, le FMI abaisse ses prévisions de croissance mondiale de 3,4 à 3,2% en 2016. Néanmoins, c'est une révision à la baisse à prendre avec des pincettes puisque c'est la 4e fois en un an que le FMI revoit ses prévisions de croissance à la baisse. Le FMI abaisse également sa prévision de croissance de 2,6 à 2,4% pour les USA. Et malgré tout, Patrick Harker de la Fed, qui tenait un discours hier, continue d'envisager non pas une hausse, non pas deux, mais 3 hausses de taux cette année. Il fait partie des membres de la Fed qui sont donc très optimistes sur les États-Unis et sur les hausses de taux. Donc, récemment, on avait un pétrole qui pesait, ce n'est plus le cas. On avait un secteur bancaire qui pesait, ce n'est plus le cas. On avait un yen trop fort qui pesait sur le Nikkei, ce n'est plus le cas à court terme. On avait des craintes sur la Chine et la Chine publiait de mauvais chiffres et à court terme, ce n'est plus le cas non plus. Donc en fait, tous les points noirs, toutes les ombres au tableau qui faisaient jusqu'ici pression sur les cours, sur les indices et sur le sentiment du risque des opérateurs, eh bien tous ces points à court terme semblent s'atténuer, voire disparaître, ce qui a permis donc la forte hausse des cours hier et ce jour, et tant que ce sera le cas, cela pourrait continuer. Côté entreprise, les banques US, le consensus s'attend à une baisse de 20,4% des profits des banques US au T1, donc au premier trimestre. Par rapport aux résultats US, on a vu hier que sur un an glissant, les résultats américains étaient attendus approximativement en baisse de 10%. Les consensus sont donc relativement faibles, les estimations sont basses
Et donc, il ne serait forcément pas très compliqué pour les entreprises américaines d'être en ligne avec le consensus, voire de battre le consensus. Donc, est-ce que le marché n'aurait pas anticipé le pire, c'est-à-dire des résultats en forte baisse? Pour la première fois en 7 ans, on atteint pratiquement moins 10%. Par contre, si ces résultats s'avèrent en ligne ou un petit peu meilleurs que le consensus qui est relativement bas, eh bien, cela pourrait continuer de soutenir les indices américains. Côté entreprise européenne, Carmat, le spécialiste du cœur artificiel, va opérer une augmentation de capital de 50 millions d'euros pour continuer ses recherches à échéance 2017. GTT, qui publiait hier, a fait état d'une hausse de 7,1% de son chiffre d'affaires et confirme ses objectifs de 10% pour 2016. Et puis ce soir, après bourse, Virbac publiera. Côté statistiques passées, les prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation, le CPI anglais est ressorti hier à 0,5% contre les 0,3% attendus. C'était un bon chiffre. Et puis les exportations chinoises, elles ont augmenté de 18,7% sur un an alors qu'elles étaient attendues en hausse de 15%. Donc c'est ici une bonne nouvelle concernant la Chine et ça vient un peu éclipser le fait que le FMI ait abaissé ses prévisions de croissance, notamment à cause de la Chine. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal et je vous laisse en tirer des conclusions vous-même. Le FMI a abaissé ses prévisions de croissance mondiale partant du principe que la Chine pèse, mais parallèlement, la Chine est un des seuls pays dont le FMI a relevé les prévisions de croissance en ce début d'année 2016. Donc c'est un paradoxe certain. Aujourd'hui, on va avoir de l'action, on va avoir des statistiques. À 14h30, on aura les ventes de détail aux États-Unis et les prix à la production. À 16h, on aura les taux et la politique monétaire canadienne. À 16h30, les stocks de pétrole, qui sont comme d'habitude très attendus et qui devraient engendrer de la volatilité. Et puis à 20h, on aura la publication du livre beige de la Fed. On va passer sur la plateforme, mais avant tout, deux choses. Première chose, je vous ai fait un point sur le CAC 40 hier qui s'appelait « Bientôt une sortie de congestion ». Dans cette analyse, je vous expliquais que le CAC 40 était dans une phase de consolidation à l'intérieur d'un canal baissier que l'on pouvait qualifier de drapeau. Or, un drapeau est une configuration dont on sort théoriquement, puisque c'est un drapeau baissier, par le haut. Eh bien, ce matin, figurez-vous que les cours ont ouvert avec un gap haussier de continuation théorique, pile poil au-dessus de ce canal. Mon titre était bientôt une sortie de congestion. Eh bien, il n'aura pas fallu plus de 24 heures pour que la sortie de congestion s'opère. Deuxième chose, je suis en train de finir de publier sur YouTube la vidéo indicateurs avancés et outils de trading. C'était le webinaire de jeudi dernier avec Patrick Rejonnier. Ce sera un webinaire à ne pas manquer. Il sera publié au cours de la journée et sur le site de CMC Markets et sur la chaîne YouTube et via nos comptes Twitter. On va passer sur la plateforme. Donc, vous connaissez les supports, vous connaissez les résistances, vous connaissez la tendance. On ne fait que répéter et que faire état de configuration factuelle. On a vu hier que les indices américains étaient sous pression. On a vu qu'ils étaient sur le fil du rasoir. Or, c'est généralement sur le fil du rasoir que le marché aime à rebondir nettement s'il doit le faire. C'est ce qui s'est passé. L'appétit pour le risque, les bons chiffres, les bancaires, l'énergie, tous ces facteurs dont on vient de parler au début de la matinale ont permis au SP500 de fortement se reprendre, de regagner sa moyenne mobile à 15 séances qui fait de nouveaux supports à 2054 points. Les cours sont à 2071 points, la résistance est à 2080 points et au-dessus de cette résistance, on retrouve les 2100 points, soit les plus hauts de début décembre et un seuil psychologique. Et au-dessus de ce seuil-là, on trouve les 2137 points qui sont les plus hauts annuels et historiques datant de 2015. Pour le moment, vous voyez bien que l'on a eu un mois et demi d'appréciation puissante sur le SP500.
Depuis à peu près 2-3 semaines, le SP500 consolide à plat. Il est tout à fait légitime, après un mouvement haussier aussi puissant, qu'on opère une consolidation à plat avant qu'éventuellement la tendance haussière ne reprenne. Il n'y a donc rien de particulièrement baissier à la configuration ici. On a vu hier qu'il y avait des signes d'affaiblissement, on n'arrivait pas à regagner la MM15, mais on a vu aussi que le support tenait et que tant que les supports ne sont pas cassés en cours de clôture, eh bien, il n'y a pas de signal baissier, il n'y a donc pas de velléité baissière et de risque de décalage baissier. Or, s'il n'y a pas de cassure baissière, eh bien, les acheteurs ont tendance à reprendre la main et à repartir dans le sens de la tendance. On peut regarder aussi le VIX, le VIX dont on a parlé dans le webinaire de jeudi dernier, qui sera publié aujourd'hui sur les indicateurs avancés. On a vu ensemble hier que le VIX était passé de baissier à neutre et qu'il ne fallait pas qu'il dépasse la zone des 17,20-17,30. Cela n'a pas été le cas, le VIX a échoué sous cette zone de prix, il a fortement chuté hier, il est encore en baisse aujourd'hui. Qui dit une volatilité faible, dit complaisance des opérateurs, ce qui signifie hausse des indices boursiers. Donc, on a des indices US qui montent, un VIX qui baisse, signe de complaisance. On va regarder les indices européens. Voici le CAC 40. Donc, le CAC 40, il a opéré une tendance haussière forte de mi-février à mi-mars. Il consolide depuis à peu près un mois. On a vu la semaine dernière que malgré plusieurs attaques baissières, il a réussi à tenir la zone des 4250 points. On a vu hier pendant la matinale qu'il s'était approché des 4260 points et que les investisseurs commençaient déjà à se placer à l'achat et que si on arrivait à clôturer au-dessus de 4300 points et de la MM 7 jours, alors l'objectif théorique serait de rejoindre la MM 20 jours à 4375 points, correspondant au haut du canal baissier. Or, les acheteurs ont fait encore plus fort, ils se sont approchés de la zone de résistance hier avant la clôture, et ce matin, on a carrément opéré un gap d'éjection, donc c'est extrêmement rare et puissant. Ce gap d'éjection est synonyme de prise en main des acheteurs, de retournement de tendance haussier puisqu'on sort du canal baissier. Ce canal baissier était un drapeau. Un drapeau, en fait, c'est un canal de consolidation baissier après un fort mouvement haussier principal. Donc, on a le mouvement haussier principal, la consolidation, et ici, théoriquement, on a la reprise de la tendance haussière. Alors, bien évidemment, on a ouvert avec un gap haussier et sur le marché futur, on est déjà en hausse de près de 2%. Donc, aujourd'hui, en séance, il n'est pas forcément évident pour le CAC 40 de continuer de grimper encore beaucoup plus haut. Néanmoins, graphiquement parlant, tant que la zone ici des 4360-4320 points sera protégée, et bien tant qu'on sera au-dessus de cela, on partira du principe qu'on a ici un gap d'éjection et que la hausse pourrait perdurer en direction de nouveau des plus hauts dans la zone des 4600 points. A contrario, si on retourne sur le gap, qu'on le ferme et qu'on repasse violemment dessous, alors on pourra parler de retour des velléités baissières et d'invalidation de la hausse. Donc ici, le 15 février, on a assisté à un gap d'éjection, un gap de rupture. C'est un gap de changement de tendance. On avait une tendance baissière, on a eu un gap d'éjection, c'était le premier signal de hausse. Et ici, on aurait donc le deuxième gap, le gap de continuation. C'est pour ça que la hausse est aussi puissante et c'est pour ça que même si on a ouvert en hausse forte, on continue de fortement monter aujourd'hui. C'est un signal théoriquement puissant que vient de nous donner le marché. Et en plus de cela, vous l'avez vu, dans l'actualité, il n'y a que de l'actualité positive. Après, nous verrons bien. Si les cours retournent sous les plus hauts annuels, si on a un gap d'essoufflement à ce moment-là, donc c'est le troisième type de gap, alors on pourra parler de ralentissement de la hausse, voire de retournement. Mais pour le moment,
on est vraiment dans un mouvement haussier fort, puissant, et ce sera le cas tant qu'on sera au-dessus de cette fameuse zone des 4360-4380. Sur le DAX, même chose, mouvement baissier de moyen terme, mouvement haussier de court terme, consolidation de court terme suite à la forte hausse pendant 1 mois et demi. On s'est accroché autour des 38,2% de retracement sur le DAX, démontrant avec ce retracement relativement faible que cela pouvait être une consolidation, une respiration avant éventuellement que la hausse ne reprenne. Et ça a été le cas. Nous avons eu donc hier une remontée des cours sous la borne haute du range dans lequel les cours étaient enfermés depuis à peu près 10 jours. Et aujourd'hui, on a un gap haussier d'éjection au-dessus de cette zone de prix. On peut donc considérer cette zone-là, la zone des 9780, 9860, comme la zone clé de support de court terme. Tant qu'on sera au-dessus de cette zone-là, les acheteurs ont la main et théoriquement, on pourrait retourner en direction des plus hauts récents à 10 130 et si on les casse, en direction des 10 300 et de la MM200. Si et seulement si on retourne sous les 9780 et le gap, alors on parlera d'invalidation de cette éjection haussière. Mais à court terme, pour le moment, le marché est complaisant et les acheteurs ont la main au-dessus de cette zone de prix clairement identifiable. Donc voilà, on a vu des actualités positives, des statistiques positives, un rebond de l'énergie, un rebond des bancaires, un rebond des indices européens, notamment grâce à la baisse de l'euro-dollar, et puis à de bonnes statistiques. On a vu que le VIX, l'indice de la volatilité, était en baisse, ce qui était signe de complaisance. Et donc, on a potentiellement une continuation de la hausse sur l'ensemble des indices boursiers. On va passer aux actions françaises. Il y a peu de baisses ce jour. On retrouve dans les baisses le titre Solocal. On retrouve le groupe Fnac qui consolide après sa forte hausse d'hier. On retrouve Air France qui consolide après être remonté 5 séances d'affilée malgré la démission de son président. On retrouve Parrot, dont on a parlé hier, qui continue de travailler sa zone de soutien de moyen terme. Et puis dans les hausses, on retrouve les matériaux de base. C'était la plus forte hausse sectorielle hier aux États-Unis avec plus de 3% de l'ensemble du secteur. Vous voyez que le titre Eramet au-dessus des 21 est en zone de soutien ici. Tant qu'on est au-dessus de ce support-là, la hausse pourrait perdurer en direction des plus hauts récents. Donc quand je vous dis qu'on a un support, cela induit que tant qu'on est au-dessus du support, la hausse est de mise, et si on repasse dessous, cela invalide. Donc à court terme, Eramet est très recherché. Société Générale plus 5% ce jour. La Société Générale qui a été sous pression comme toutes les bancaires, qui a été sous pression à cause de l'histoire des Panama Papers. À court terme, on constate bien que tout comme le CAC, la Société Générale était dans une consolidation de court terme et elle vient de s'en extraire par le haut. Je vais vous tracer le petit canal que vous puissiez le voir. Voilà, donc on avait un canal baissier des cours, on a consolidé et là on repart à la hausse dans le sens du rebond technique qui avait commencé mi-février. Tant que les bancaires seront recherchés, cela sera bon signe pour l'ensemble des indices. On retrouve en hausse ce jour Sequana qui a travaillé longuement la zone des 2,90 et qui tente de s'en échapper à la hausse. On retrouve AXA. Donc AXA, on avait vu il y a à peu près 10 jours que le titre était dans un canal haussier dont il devrait sortir théoriquement par le bas, ça a été le cas. On est revenu travailler les plus bas et là les acheteurs reprennent la main à court terme sur l'ensemble du secteur financier, donc ça concerne les assureurs et les bancaires. On a BNP qui reprend 4%, Natixis qui reprend 4%, EDF, titre totalement délaissé jusqu'ici qui arrive à se reprendre. On voit la matérialisation d'un triple bottom quand même sur EDF. Ce qui matérialise un petit peu l'essoufflement de la puissance vendeuse à court terme. Et si le titre EDF arrive à s'extraire clairement du range dans lequel il était coincé ces dernières semaines,
Et c'est le cas aujourd'hui puisque le titre essaye de casser la zone des 10,80 €. S'il arrivait à clôturer au-dessus de cette zone de prix-là, on pourrait anticiper un rebond technique du titre EDF qui, je vous le rappelle, est extrêmement baissier et délaissé, mais qui pourrait retrouver des couleurs si le CAC 40 continuait de grimper. On a bien évidemment Vallourec qui remonte, CGG, les valeurs du secteur énergétique, puisque le pétrole est fortement monté ces dernières séances, et même s'il consolide un petit peu aujourd'hui, le fait d'avoir un baril de WTI au-dessus des 40 $ est une bonne chose pour le secteur. On va passer aux matières premières. Donc, sur les matières premières, on va voir l'or qui consolide. L'or consolide à cause de deux raisons principalement, parce que les indices sont forts et donc ceux qui achètent de l'or en tant que refuge ont tendance à le délaisser un petit peu quand les indices montent aussi puissamment qu'aujourd'hui. L'or consolide aussi puisque le dollar se reprend un petit peu. Alors j'ai trouvé une moyenne mobile à 50 périodes sur l'or qui cadre parfaitement les cours depuis le début de l'année 2016. Vous pouvez voir que les cours étaient bloqués dès début janvier sous la moyenne mobile à 50 périodes. Ils sont sortis à la hausse. Ils sont venus faire un pullback sur cette moyenne mobile afin de valider le fait que les cours au-dessus étaient potentiellement haussiers. Donc cassure, pullback, redémarrage haussier. Et là, vous pouvez constater quoi? Vous pouvez constater qu'en fait, ces 15 derniers jours ont consolidé à plat et on est venu en fait tester à plusieurs reprises cette moyenne mobile à 50 jours. On peut donc partir du principe que cette moyenne mobile à 50 jours est un pivot clé sur les cours de l'or et on peut conclure que tant que les cours de l'or seront au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, ils auront une tendance haussière. Si et seulement si on venait à casser cette moyenne mobile à 50 jours, alors on pourrait avoir une consolidation plus prononcée, peut-être en direction de la zone des 1180-1200 $ que nombreux opérateurs attendaient, mais qu'on n'a pas testé. On s'est arrêté juste au-dessus à la fin mars, début avril. Donc tant qu'on est au-dessus des 1230 et de la MM50, on pourrait continuer de monter en direction des plus hauts annuels. Mais attention, s'il y a de l'appétit pour le risque sur les indices et un rebond du dollar, ce ne sont pas des facteurs positifs pour l'or à court terme. Autre matière première, le gaz. Le gaz est toujours dans une tendance haussière de court terme. Il a pris appui en ce début de semaine sur son support oblique, je ne l'avais pas vu, il a relancé à la hausse aujourd'hui et il se trouve désormais sur ses plus hauts du mois d'avril, ici dans la zone des 2, donc c'est un seuil psychologique qui fait résistance, au-dessus duquel on pourrait avoir une continuation de la hausse. Si on échoue ici, on verra si l'oblique est testé et si elle fait support. Si et seulement si l'oblique de soutien haussière casse, alors on parlera d'un retour des velléités baissières. On va regarder le pétrole. Donc ça, c'est le pétrole WTI. Donc on avait vu ensemble que le pétrole WTI avait fait une phase haussière puissante, une consolidation, qu'il avait redémarré à la hausse. Hier, je vous disais que les cours travaillaient la MM200 jours pour la première fois depuis des mois, puisque la dernière fois qu'on a testé cette moyenne mobile, c'était en octobre et en juillet 2015. On a cassé la moyenne mobile à 200 jours hier, on a cassé les 40 $ en cours de clôture pour la première fois. Les acheteurs ont donc la main au-dessus des 40 $. La hausse pourrait perdurer. Si on repasse sous 40 $, alors on parlera d'invalidation des perspectives haussières. Vous pouvez constater que les cours donc sont en consolidation, ce qui est légitime après 20% de hausse en l'espace de 6 jours et alors que nous avons approché de la résistance des 42 $. Pour la suite, eh bien, cela dépendra des stocks de pétrole de cet après-midi et des spéculations sur la réunion des producteurs de pétrole à Doha dimanche 17 avril, donc le dimanche en cette fin de semaine. Bien évidemment, si les spéculations vont bon train sur Doha et que les stocks de pétrole sont bien inférieurs aux prévisions, on pourrait avoir une continuation de la hausse avec une cassure des 42 $ en direction de la prochaine résistance dans la zone des 44 $. Le haut de canal se trouve quant à lui à 45 $. Si par contre on chute en direction des 40 $ et qu'on repasse dessous, alors on invaliderait les perspectives haussières de court terme.
Mais vous constatez qu'on est à 41,20. On pourrait très bien redescendre sur 40 $ avant de repartir à la hausse. C'est un scénario à ne pas oublier. Sur le Brent, c'est la même chose, mais je trouve toujours intéressant de tracer des canaux et des obliques sur les deux pétroles afin que mes deux analyses corroborent. On peut voir sur le Brent que le canal haussier est encore plus propre. Il a été testé à de très nombreuses reprises en haut et en bas. Donc si les stocks et les spéculations s'abaissent, on peut revenir vers les 42-42,20, ancienne résistance devenue support. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix là, on pourrait continuer de grimper. La prochaine résistance se trouve à 45 $, le haut de canal vers 45,50, 46 $. Donc nous verrons, mais pour l'instant les acheteurs ont la main et la tendance est bel et bien haussière. Sur les autres matières premières, j'ai rien de spécial à vous dire. Néanmoins, l'argent surperforme les cours de l'or ces dernières séances. De nouveau, l'argent fait face à sa résistance des 16,20. Les cours de l'argent sont bloqués depuis 8 mois dans un range moyen terme relativement important. Cela signifie que si on venait à sortir par le haut de ce range, on pourrait connaître une belle appréciation des cours. Alors, à court terme, l'argent est sous résistance et l'or consolide. Mais à moyen terme, comme on l'a vu à plusieurs reprises, on va regarder le graphique en données hebdomadaires, les cours ont été baissiers 2013, 2014, 2015. Depuis la fin 2015 jusqu'au début 2016, les cours ne sont plus baissiers mais neutres. Et si les cours arrivent à sortir par le haut de cette zone de consolidation, on pourrait avoir la naissance éventuelle d'une tendance haussière, chose que l'on n'a pas vue sur les cours de l'argent depuis très longtemps. Donc c'est à surveiller. Les indices chinois rebondissent, donc le cuivre se reprend. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Le cuivre, c'est un peu le baromètre de l'économie chinoise. Qui dit bon chiffre économique chinois dit rebond du cuivre à court terme. Ici, vous voyez un graphique mensuel des cours du cuivre sur 15 ans. Et vous voyez bien qu'après avoir touché un support il y a 4 mois, pour l'instant, les cours du cuivre se tiennent au-dessus de cette zone de soutien. Si la Chine devait continuer de rebondir, le cuivre pourrait faire de même. Et puis on va finir avec les devises. Donc sur les devises, vous voyez que les plus fortes appréciations en termes de performance ce jour, ce sont des paires en dollars. Donc on voit bien que le dollar arrive à reprendre du poil de la bête. Ici, vous voyez un graphique de l'USD Yen. Donc qui dit reprise du dollar et appétit pour le risque dit reprise de la paire USD Yen. Dès dimanche soir à 23h, je vous ai posté un tweet vous expliquant que les 107,6 avaient été testés, que les acheteurs tentaient de prendre la main dès le début de la semaine et que si tel devait être le cas, on pourrait valider un double bottom sur la zone des 107,60 et potentiellement rebondir. C'est ce qui a eu lieu, on en parlait encore hier. Cela se confirme. À court terme, on a une rechute du yen qui en 2016 est une des monnaies les plus performantes. Le yen a été recherché de par son aspect refuge. Il a été également très haussier étant donné que la Banque du Japon perd un peu la main et elle n'arrive plus à avoir l'effet qu'elle souhaitait sur sa monnaie. La Banque du Japon voudrait que le yen baisse pour aider les exportateurs japonais et depuis le début de l'année le yen monte et elle n'arrive pas à endiguer ce mouvement haussier. Néanmoins, à court terme, le yen était suracheté, on a eu un essoufflement des acheteurs et donc sur la paire USD yen on connaît un rebond technique qui est signe de complaisance et qui permet aux indices américains encore plus de se reprendre. Pour mieux voir le double bottom, Alan, le double bottom se constate sur le graphique journalier puisqu'on a eu un test puis un deuxième test. Vous pouvez néanmoins zoomer sur votre graphique 4 heures et là le double bottom est manifeste. On a un test ici, un deuxième test ici. Vous avez donc la naissance d'un double bottom potentiel qui s'est fait sur les 107,60. Ensuite, les cours sont repartis à la hausse hier. On fait désormais face à
la ligne de coup du double bottom, donc une jambe, deux jambes, et si on arrive à casser cette résistance, on valide le double bottom, auquel cas l'objectif théorique est de reporter la hausse entre le bas du bottom et la ligne de coup, c'est-à-dire à peu près 150 points. 150 points à partir de cette zone-là, ça donne un objectif théorique à 110,60. On sait qu'on a une résistance claire dans la zone des 110,50, 111, donc en fait un tel mouvement haussier pourrait être un pullback sous la zone de résistance ici. Si par contre on échoue sous les 109,10 en cours de clôture, alors on pourrait plutôt opérer un range. Mais vous voyez donc qu'en données 4 heures, validation d'un double bottom potentiel, à court terme on est haussier, et si la hausse arrive à perdurer au-dessus des 109,10 ce soir, on pourrait remonter vers cette zone-là, la zone de support devenue résistance, ici dans la zone des 110,50, 111. Ensuite, on peut regarder les paires en dollars. Donc vous avez toutes les paires en dollars qui étaient jusqu'ici fortement haussières qui consolident ce jour, puisqu'on a une reprise du dollar américain. Le NZD qui s'était repris consolide sous ses plus hauts récents. La livre, qui s'est fortement appréciée pendant 3 séances, consolide ce jour. Elle reste tout de même sous pression à moyen terme, mais on voit bien que la zone des 1,40 est défendue. Peut-être qu'on va y revenir une nouvelle fois. En tous les cas, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on a une réaction relativement propre dans la zone des 1,40, 1,40,50, on a des mouvements haussiers qui s'opèrent. À court terme, on a une reprise du dollar, donc évidemment, on a une rechute des cours. La UD-USD, qui est une des paires les plus fortes, est revenue sur ses plus hauts annuels et consolide. Et puis l'euro-dollar, comme je vous l'ai expliqué, il travaillait depuis plusieurs séances la zone des 1,1450, 1,15. Il n'a pas clôturé en dehors des 1,1450 à la hausse. Il n'a pas donné de signal haussier. Et il est sous une résistance de moyen terme majeure qui a bloqué les cours en mai 2015, en juillet 2015, en septembre 2015, en octobre 2015. Il est donc légitime après une appréciation de 600 points à la hausse et alors qu'on était sous une résistance majeure que les cours de l'euro-dollar repartent à la baisse. Les cours de l'euro-dollar ont échoué 3 fois à sortir du range par le haut. Ils repartent violemment à la baisse. Cela augmente la probabilité que le range ici en bas soit testé, voire même qu'il casse par le bas. En effet, plus nombreux sont les tests de la résistance et les tentatives haussières, plus nombreux les acheteurs ont été coincés en haut et donc plus forte pourrait être la consolidation de court terme. On est passé d'un haut de range à un bas de range, donc on ne va pas maintenant parler de risque de cassure baissière, on va rester factuel, mais sachez juste que techniquement parlant, considérant l'euro-dollar dans un range entre 1,05 et 1,15 depuis plus d'un an, on pourrait conclure que l'euro-dollar a de nouveau échoué sous la zone des 1,1450, 1,15. Or, que s'est-il passé quand les cours de l'euro-dollar depuis un an ont échoué sous cette zone de prix? Eh bien, ils sont vivement repartis à la baisse. Donc nous verrons bien, mais en tous les cas, pour l'instant, on a un échec des cours, et cet échec des cours a permis aux indices européens de se reprendre, puisque vous savez qu'un euro fort pénalise la zone euro. Donc à court terme, nouvel échec en haut. On en avait parlé de sa probabilité, étant donné qu'on était sous résistance de moyen terme. On revient vers le bas du range. Une réaction pourrait intervenir puisque le bas du range a été protégé la semaine dernière, donc il pourrait l'être de nouveau. Par contre, étant donné l'échec en haut de range de moyen terme, la probabilité d'une sortie par le bas de ce range est plus forte que la probabilité d'une sortie par le haut. Nous verrons donc dans les séances à venir, en cas de clôture sous les 1,1330, l'euro-dollar pourrait consolider en direction de ses supports suivants. N'oublions pas que la pente est haussière à moyen terme sur l'euro-dollar, mais vous voyez qu'il opère par vague, vague haussière, consolidation, vague haussière, consolidation, vague haussière. On pourrait donc assister à une consolidation. Et puis bien évidemment, puisque on a toutes les paires du pétrole qui se reprennent, le rouble, le NOK et le CAD, donc les monnaies russes, norvégiennes et canadiennes, eh bien on a les paires comme l'USD rouble qui baissent puisque le rouble se reprend. C'est tout à fait légitime.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour des marchés, indices, actions, matières premières, forex. On a vu toute l'actualité, tout ce qui faisait que les indices étaient soutenus, tout ce qui faisait qu'à court terme, les points noirs, les ombres au tableau avaient disparu, ce qui redonne du baume au cœur aux investisseurs, ce qui engendre de la complaisance et donc cela se matérialise par une forte appréciation et des décalages haussiers. Alan me dit, est-ce que je peux trouver votre matinale d'aujourd'hui plus tard sur le site de CMC Markets ou sur YouTube? Alors sur les deux, cher Alan. Premièrement, sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Tous les jours, je poste la matinale du jour. Je poste également les enregistrements spéciaux, donc le webinaire spécial de jeudi dernier que l'on a fait sur les indicateurs avancés, je vais le publier aujourd'hui. Et puis, alors que je travaillais sur certains projets ces derniers temps, j'ai publié moins d'analyses, mais je vais me remettre à publier plus d'analyses. Vous aviez hier, par exemple, une analyse sur le CAC qui parlait d'une sortie de congestion proche. Toutes les analyses qui sont sur le site de CMC Markets sont publiées en double à l'intérieur de votre plateforme dans Insights. Si vous n'avez pas Insights sur votre plateforme, mettez-le. Ça vous permet à chaque fois qu'il y a une émission, à chaque fois qu'il y a une matinale ou une analyse, eh bien, elle est postée dans Insights afin d'envoyer directement les news à nos clients. Vous les retrouvez en plus de ça sur notre site internet. Vous les retrouvez en plus de cela sur notre page Facebook. Vous pouvez retrouver toutes mes analyses et mes graphiques sur mon compte Twitter. Vous pouvez retrouver toutes les analyses également de CMC Markets sur le compte Twitter de CMC Markets. Et vous pouvez enfin aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets pour retrouver toutes les vidéos. Donc en gros, quand je fais la matinale, ensuite elle est postée sur notre site, sur notre chaîne YouTube, sur notre plateforme et sur nos comptes Twitter. Donc que ce soit des interviews, des émissions, des webinaires spéciaux, la matinale, des analyses, l'ensemble de notre recherche et l'ensemble des analyses et vidéos que l'on met à votre disposition, vous pouvez les retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter et YouTube, et puis bien évidemment sur notre site. Voilà, j'espère ainsi que vous trouverez tout cela et que vous en êtes content. Voilà, sur ce, c'est la fin de la matinale. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne séance de trading et je vous retrouve demain, 10h tapante, pour la matinale. Bonne journée à tous.